Cette vidéo est sponsorisée par Telmo et Jaden. Salut ma gueule, c'est John Michael et aujourd'hui on va prendre soin de ta vue. J'imagine que comme beaucoup de monde, tu passes pas mal de temps devant les écrans. Et me dis pas non, je supporte pas les menteurs. Le problème, c'est qu'à force de trop rester devant ta télé, ton PC ou ton smartphone, tu surexposes tes yeux à la lumière bleue. Et tes yeux, ils aiment pas trop ça. Genre là, innocemment, tu te dis que tu vas passer un bon moment devant la dernière vidéo de Guillaume Cassard, mais en fait tu vas faire du mal à tes yeux. Tu devrais lui demander un dédommagement d'ailleurs, je dis rien. Ce que tu risques? Oh, pas grand chose mon con, fatigue visuelle, migraine, difficulté à t'endormir, voire des dommages irréversibles. Heureusement, j'ai la solution, et ce sont les lunettes anti-lumière bleue de chez Telmo et Jaden. Grâce à ces lunettes, tu vas ressentir beaucoup moins de fatigue visuelle et adieu les problèmes de concentration. Que tu sois un étudiant, un gamer, un passionné de films et séries ou un accro du smartphone, les lunettes anti-lumière bleue vont faire un bien fou à tes yeux. Et puis franchement, j'ai pas l'air hyper stylé avec ça. Design minimaliste et tendance, modèle unisexe, prix abordable, échange gratuit sous 14 jours, quoi, il t'en faut plus? Allez d'accord, mais c'est bien parce que c'est toi. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à 5 € de réduction sur ta commande et ça te permettra de soutenir la chaîne de ce cher Guigui. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour protéger tes beaux yeux, hein? De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Au programme aujourd'hui, un robot vachement humain, des humains vachement tarés et Hugh Jackman avec une coupe mulet. C'est parti pour Chappie. Nous sommes en 2003. Flashback. Neil Blomkamp, que vous connaissez peut-être, est alors animateur 3D et plutôt talentueux. Bref, le gars fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années et s'est fait un nom dans le domaine des effets visuels. Cependant, il sent au fond de lui qu'il doit désormais passer à autre chose. Son destin l'attendait ailleurs, derrière les caméras. Blomkamp décide donc de se lancer dans la réalisation de courts-métrages. Et pour ce faire, il part à Johannesburg, la ville où il a grandi, avec une idée bien précise en tête et quasi expérimentale. Le principe, tourner des plans de la ville dans un style de cinéma vérité très réaliste, quasiment capté sur le vif, et y intégrer des images numériques. Ce qui est original dans cette façon de faire, c'est que généralement les plans contenant de l'imagerie 3D sont soit complètement fixes, soit très stables dans leur mouvement, ce pour faciliter l'intégration de l'image de synthèse en post-production. Mais ici, Blomkamp voulait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il voulait repousser les limites afin d'obtenir le rendu le plus naturel possible, et donner cette impression d'être à mi-chemin entre fiction et réalité. Peut-être que tout ceci n'est qu'une illusion générée par la matrice. C'est pas le bon film. Bref, de cette envie de tenter des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire résulte le court-métrage Tetraval, qui prend la forme d'une publicité fictive pour la société Tetraval du coup, qui fabrique des robots policiers en Afrique du Sud. Des robots au look relativement anthropomorphes donc, avec des oreilles de lapin assez caractéristiques, fortement inspirées du manga Appleseed dont Blomkamp est un grand fan. Apparemment plutôt emballé par le design de son robot, Blomkamp le réutilisera même quelques années plus tard au sein du court-métrage Thembot. Et il semblait assez évident qu'il finirait par ressortir des cartons un jour ou l'autre. Ellipse narrative. Nous sommes désormais en 2011 et Neil Blomkamp, auréolé du succès de son District 9, planche sur l'écriture de son second long métrage, Elysium. Et dans Elysium, il y a du robot en veux-tu en voilà. Du coup, pendant l'écriture, Neil fait une petite crise de nostalgie et c'est avec la larmichette au coin de l'œil qu'il repense à Tetraval, se demandant ce que pourrait donner le concept sous un format plus long. Un peu comme ce qui s'était passé avec son court-métrage Live in Joburg qui avait donné naissance à District 9. Du coup, au lieu de bosser sur Elysium, Neil procrastine et laisse son imagination divaguer tout en écoutant son groupe fétiche du moment, The Antwoord, groupe de rap hardcore sud-africain composé de Ninja et Yolandi, deux artistes avec un style bien à eux. Bien perché quoi. Et c'est alors qu'une idée pas piquée des hannetons lui vient en tête. Que se passerait-il si le groupe The Antwoord kidnappait un robot similaire à ce présent dans Elysium et détournait ses fonctions? Que se passerait-il s'il l'élevait comme leur enfant? Il tenait alors le concept de ce qui allait devenir son troisième film, Chappie. Le nom du robot, référence à une marque de chewing-gum sud-africaine pour lui donner un aspect enfantin. Après avoir parlé d'extraterrestres et de stations spatiales, Blomkamp allait explorer un thème qui le passionnait profondément, l'intelligence artificielle. Il présente l'idée à sa femme Terry Tatchell, avec qui il avait coécrit District 9, et cette dernière se montre très enthousiaste vis-à-vis du concept. Ils l'écriront donc ensemble pendant la production d'Elysium. Et ils l'écriront rapidement. Il leur aurait fallu seulement 2 semaines pour arriver à un premier jet convenable, l'histoire ayant apparemment naturellement découlé du concept. D'emblée, il semblait évident que Chappie allait imposer au moins 2 gros challenges. Le premier, Chappie lui-même. Pour la première fois, Neil Blomkamp allait réaliser un film dont le personnage principal serait entièrement créé en images de synthèse. Et s'il avait déjà mis en scène ce genre de personnage auparavant, notamment dans District 9 avec Christopher Johnson, cette fois-ci ce serait un peu différent, dans le sens où il s'agirait du personnage principal et que tout reposerait donc sur lui. Fallait pas se planter. Pour l'incarner, Blomkamp n'avait qu'une personne en tête, son ami Charlton Copley. Il le savait capable de porter le film sur ses épaules et d'exprimer toute la palette d'émotions qu'allait requérir le personnage. La question qui se posait, c'était de savoir si le robot, personnage relativement inexpressif par nature, serait capable de retranscrire toutes ses émotions. Le deuxième challenge, c'était The Antwoord. Blomkamp avait écrit son script en pensant à Ninja et Yolandi, et la base même de l'histoire reposait sur eux en réalité. Sauf que, ils sont pas acteurs en fait.
Mais Blomkamp se dit que ça se tente parce que merde, on n'a qu'une vie, hein. Il avait foi en eux, persuadé que leur magnétisme naturel les ferait extrêmement bien passer à la caméra. En plus, il avait déjà proposé le rôle principal d'Elysium à Ninja, donc ouais, il était sûr que ça pourrait marcher. Sauf qu'il fallait convaincre les financiers. Sony et Media Red Capitals, déjà impliqués sur Elysium, étaient prêts à produire et distribuer Chappie, mais n'étaient pas sûrs que le duo de rappeurs, relativement inconnu en dehors de leur pays d'origine, serait capable de porter le film. Bref, ça doutait beaucoup. Du coup, Blomkamp décide de s'employer à dissiper ses doutes. Avant que le script ne soit terminé, il part à Johannesburg, officiellement pour y tourner quelques plans qui finiront dans Elysium. En réalité, il en profite pour y retrouver Yolandi et tourner quelques séquences tests de Chappie avec elle et Sharlto Copley, histoire de voir si l'alchimie fonctionne bien entre les deux, si Yolandi est capable de jouer la comédie, et tout simplement pour tester le rendu des effets visuels et du design de Chappie en conditions réelles. Une fois rentré, le réalisateur montre le résultat à Sony et MRC, et ces derniers sont convaincus. Chappie entrera donc officiellement en production dès qu'Elysium sera terminé, soit aux alentours de mai 2013. Il s'agit de ne pas perdre une minute. Bien évidemment, Weta Workshop fait son grand retour pour conceptualiser le film, les personnages et l'univers. Les robots étant l'un des éléments centraux du film, beaucoup d'efforts seront investis dans leur design, la consigne de Blomkamp étant qu'ils doivent paraître fonctionnels et hyper réalistes. Mais ce n'est pas facile, car Chappie est un robot policier à la base. Son design est donc conçu pour inspirer la peur chez les criminels. Et là où ça pose problème, c'est que Chappie est censé rapidement se transformer en un personnage attachant et enfantin, et ce malgré ce design intimidant. Il s'agit donc de trouver le juste milieu entre deux approches complètement paradoxales, et c'est pas facile. Heureusement qu'ils sont doués chez Weta. Et si la base du design est effectivement conçue dans un premier temps par les artistes de Weta, Image Engine, le studio d'effets visuels fétiche de Blomkamp, va entrer en scène pour en créer le modèle 3D le plus réaliste possible. Car l'équipe de Weta Workshop est censée créer un modèle réel du robot, et le travail de Image Engine va donc s'avérer crucial pour eux, car elle permet en réalité de simuler la conception du robot. Il va donc y avoir une véritable collaboration entre les deux équipes, chacune faisant profiter l'autre de son expertise, ce pour que le robot soit techniquement concevable en termes de pièces et de mécanismes. Rien ne fut laissé au hasard, et le modèle 3D généré par Image Engine fut donc repris tel quel par Weta Workshop pour en fabriquer la version réelle. Ça c'est de la belle organisation. Concernant le casting, après s'être assuré les services de Sharlto Copley et Diane Tour tel qu'il l'avait prévu, Blomkamp tenta le coup en envoyant son script à une actrice qu'il admirait énormément, Sigourney Weaver. Connais pas. Grande fan de District 9, l'actrice se montra très emballée vis-à-vis du script et rejoignit le projet pour le plus grand plaisir de Blomkamp, fan d'Alien depuis sa plus tendre enfance. Hugh Jackman rejoignit ensuite la fête avec enthousiasme dans le rôle de Vincent Moore, l'antagoniste principal du film, pour lequel Blomkamp lui demanda de reprendre son accent australien et d'arborer une magnifique coupe mulet, ce qui amusa beaucoup l'acteur. C'est une bonne nature ce Jackman. En ce qui concerne le personnage de Deon, le concepteur de Chappie, Blomkamp imaginait un personnage assez jeune, mais n'avait pas de visage précis en tête, jusqu'à ce qu'il voit le nom de Dev Patel sur une liste d'acteurs potentiels. L'inception est telle qu'il ne peut tout simplement plus se résoudre à abandonner cette idée. Il ne voit plus que lui dans ce rôle. Fort heureusement, l'acteur accepta sans trop se faire prier. Sur les concept art de Weta, Deon avait le visage de Jason Kopp, ami de Blomkamp qui incarnait Christopher Johnson dans District 9. Pourquoi? Je vous en pose des questions, moi? Aux côtés de ce casting 5 étoiles, deux habitués de Blomkamp et amis de longue date de ce dernier, José Pablo Cantillo et Brandon Oretz. Son casting au complet, il ne restait plus qu'à préparer le tournage. Tournage qui bénéficierait d'une enveloppe de 49 millions de dollars, synonyme d'un retour à un projet plus modeste après l'ambitieux Elysium à 115 millions de dollars. Et sachant que le gros budget lui avait pas forcément réussi, un retour aux sources ça pouvait pas faire de mal. Et en parlant de retour aux sources, le tournage allait se dérouler à Johannesburg, ce malgré les hésitations de Blomkamp qui avait peur de la redite après District 9. Sauf qu'après avoir envisagé plusieurs alternatives en situant l'histoire à Atlanta, Los Angeles ou Détroit, et dû se rendre à l'évidence, Johannesburg était le choix parfait. En octobre 2013, soit 2 mois à peine après la sortie d'Elysium, l'équipe y posa donc ses caméras, et le tournage ne fut pas des plus simples. Ils en ont chié les gars. Alors déjà, ils ont tourné une séquence d'émeutes en centre-ville, à Hillbrow, un quartier pas spécialement sûr où ils ont dû assurer niveau sécurité au cas où les choses tourneraient mal. Ils ont ensuite posé leur caméra dans la tour de Ponty, connue pour être un repère de criminels dans les années 90. Au centre du bâtiment, une montagne d'ordures. Après le bidonville de District 9 et la décharge d'Elysium, la montagne d'ordures en intérieur. Ton équipe doit t'adorer, Neil. Mais c'était pas le seul problème de cet endroit, car il y avait également un risque de se recevoir des œufs ou des briques dans la gueule. En effet, l'équipe filmait au rez-de-chaussée, et les lieux étant pas spécialement bien fréquentés, ce risque était présent. Et pour éviter ça, Blomkamp demanda donc à l'équipe de souder toutes les fenêtres donnant sur l'intérieur du bâtiment. Ce qui fait quand même 54 étages de fenêtres à souder. Blomkamp eut ensuite droit à un petit voyage dans le temps puisque pour représenter le repère de Hippo, le personnage incarné par Brandon Oretz, il choisit de tourner dans sa propre maison d'enfance, longtemps occupée par des squatteurs. Mais là où l'équipe allait passer le plus de temps, c'est dans le décor du repère des personnages principaux. Et lorsque Blomkamp se mit à réfléchir à ce qui pourrait constituer le repère idéal de Ninja et Yolandi, il lui parut vite évident que des personnages aussi hauts en couleur ne pourraient se contenter d'une maison classique. Il voudrait quelque chose de spectaculaire. Il décida alors de les mettre dans une centrale électrique et jeta donc son dévolu sur la centrale désaffectée de Johannesburg, située à Soweto. Sauf
Sauf que le bâtiment étant pas dans un état extraordinaire, le génie civil dut faire une petite inspection des lieux histoire de s'assurer que la structure était dans un état convenable et que le lieu était sûr pour accueillir une équipe de tournage. Ouais, parce que les locaux avaient pris l'habitude de dépouiller la structure pour revendre l'acier. Une fois l'endroit validé par le génie civil, il fallut l'adapter, le transformer, bref, le rendre crédible en tant que repère de The Antwoord. Et pour ce faire, l'équipe artistique montra quelques concepts au duo, qui s'est ensuite chargé de gérer la déco à sa guise, selon ses envies et son style, impressionnant l'équipe avec full d'idées complètement dingues. Les deux électrons libres laissèrent donc libre cours à leur imagination et imprégnèrent les lieux d'une esthétique sans équivalent, peignant carrément eux-mêmes les murs à la main. Bref, les deux artistes étaient investis, et leur côté trash, quasi décadent, correspondait bien au style de Blomkamp, qui cherchait toujours à éviter de réaliser des films trop lisses, sauf qui n'était pas spécialement facile à gérer. L'acteur Brandon Aurett n'a d'ailleurs pas du tout apprécié cette collaboration. On reviendra là-dessus plus tard. Concernant Sharlto Copley, ce dernier faisait tout son possible pour s'immerger au mieux dans la peau de son personnage, et ce malgré sa combinaison en lycra. Et pour ce faire, il décida d'enfiler un short, des bagues et une chaîne autour du cou, ce dans le but de se sentir le plus gangster possible. Il lui arrivait également de porter un plastron pour lui donner une idée précise de l'amplitude des mouvements de Chappie, et rendant ses interactions avec les autres acteurs bien plus réalistes. Et bien évidemment, tournage de Neil Blomkamp oblige, l'action fut au rendez-vous, avec notamment une ambitieuse séquence prenant place dans la centrale avec une multitude de cascades et d'effets pyrotechniques. Sans oublier une bonne dose d'effets gore. Et c'est ainsi qu'en février 2014, le clap de fin résonna et Blomkamp acheva ce qui avait constitué le tournage le plus compliqué et douloureux de sa vie. Le réalisateur avait absolument tout donné, s'impliquant à fond pour que sa vision soit le plus fidèlement retranscrite à l'écran. Il tenait à ce projet et après s'être déçu sur Elysium, il voulait rattraper ses erreurs et être fier du résultat. Le montage fut confié à son collaborateur Julian Clark, qui avait déjà monté ses deux films précédents, et Image Engine entra en scène, notamment pour donner vie à Chappie. Depuis le début, il s'agissait du gros challenge du film. Comment le rendre émotif et attachant malgré ses capacités d'expression très limitées? L'équipe y travaillera de longs mois. L'autre gros personnage à animer fut l'Orignal, le Moose dans la version originale, l'énorme robot destructeur conçu par le personnage incarné par Hugh Jackman. Son design fut conçu dans un premier temps par Blomkamp en 3D, avant d'être conjointement créé par Weta et Image Engine de la même manière que pour Chappie, dans le but de s'assurer que le robot soit techniquement correct. Le moindre boulon devait servir à quelque chose. Au final, Weta en créa un modèle réel de 3,50 m qui fut utilisé dans quelques plans où le robot était fixe, et Image Engine fut ensuite chargé de l'animer. Et le studio soigna les détails, faisant en sorte d'ajouter un peu de maladresse et d'imprécision au niveau de ses mouvements et sa démarche, le robot étant encore au stade du développement. Enfin, concernant la musique, Blomkamp ne fit appel ni à Clinton Shorter ni à Ryan Emmon, mais à un certain Hans Zimmer. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Zimmer rejoignit donc le projet en fin de course et se mit à travailler dessus bien plus tard que ce qui se fait habituellement. Ça n'empêcha cependant pas le compositeur allemand de fournir à Blomkamp exactement ce qu'il recherchait, soit un score composé uniquement d'instruments électroniques et de synthés des années 70 et 80. La BO n'a donc pas été orchestrée et la musique du film est entièrement numérique, rappelant la nature même de son personnage principal. Calé pour une sortie en mars 2015, l'arrivée du film fut cependant précédée d'une affaire pas hyper joyeuse concernant The Antwoord et leur comportement sur le plateau de Chappie. Ninja s'étant montré particulièrement agressif et toxique auprès de l'équipe. L'acteur Brandon Aurett a notamment affirmé lors d'une interview ne pas avoir apprécié le fait que Ninja se soit permis de venir lui dire comment faire son travail. I don't care much for him. I don't care much for his band. I don't care much for anything that he does. Face à ces accusations, Ninja est intervenu, clamant qu'il y avait effectivement eu quelques légères tensions entre lui et Aurett, ce dernier étant particulièrement sur les nerfs parce qu'il était gavé de stéroïdes, petit tacle, mais affirmant que ce n'était rien de grave. Alors que si on en croit l'article, Ninja l'aurait tellement mis à bout qu'il aurait voulu en venir aux mains. Et d'après l'article en question, Blomkamp lui-même en serait venu à interdire le plateau à Ninja, allant jusqu'à réécrire certaines scènes pour en retirer son personnage. Carrément. Mais ce n'est pas tout, car Ninja aurait également eu un comportement indécent vis-à-vis de certaines femmes de l'équipe. Mais ce dernier ne s'est pas démonté et a également répondu à toutes ces accusations. Selon lui, l'article n'a aucune valeur et aurait été écrit par un journaliste en manque de reconnaissance qui se serait acharné sur The Antwoord à plusieurs reprises. Bref, démêler le vrai du faux, c'est toujours un peu compliqué dans ce genre d'affaires. Maintenant, bon, je sais bien qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, mais il part pas gagnant le gars quand même. Et l'artiste en remettra une couche quelques temps après la sortie du film, se plaignant que Yolandi et lui n'aient pas été crédités pour leur travail en tant que décorateurs sur leur repère, déclarant, je cite, que des putains de débiles avaient oublié de les créditer et que tout le mérite serait donc injustement revenu à des gros lards de l'équipe artistique. Charmant le ninja. Bref, toujours est-il que Chappie finit par sortir. Et si Blomkamp en était très fier, bien plus qu'Elysium, ça ne l'empêcha cependant pas de se faire détruire la gueule par la critique. En tout et pour tout, il rapporta 102 millions de dollars au box-office, dont seulement 31 aux USA. Le film a donc été un échec à la fois critique et commercial, et le film de Blomkamp le plus durement accueilli. Et si le réalisateur avait en tête une trilogie, il abandonna rapidement ses plans, conscient qu'il avait échoué à séduire le public. R.I.P. Chappie.
Chappie prend donc place à Johannesburg en 2016, alors que la police locale compte désormais dans ses rangs les Scouts, des robots capables de faire face à la vague de criminalité qui sévit au sein de la ville. Deon, leur concepteur, travaille quant à lui sur la première intelligence artificielle douée de conscience et s'apprête à la tester sur un Scout endommagé. Sauf que pas de bol, pile à ce moment-là, il se fait kidnapper par Ninja Yolendi et America, trois criminels qui ont une dette de plusieurs millions à payer à Hippo, un autre taré local. Bref, Deon parvient cependant à tester son programme, donnant naissance à Chappie, qui s'éveille tel un enfant innocent. Et si Deon souhaite l'élever pour en faire un robot bien sous tout rapport, Ninja, lui, compte bien l'utiliser pour qu'il l'aide dans ses combines véreuses. Et en plus de ça, Vincent Moore, le rival de Deon, conspire pour mettre à mal le projet Scout histoire de faire enfin décoller son projet perso, un énorme robot tueur piloté à distance nommé l'Orignal. Et bah personnellement, j'aime beaucoup Chappie. Et j'avoue que je comprends pas trop la montagne de merde qu'il s'est mangé dans la tronche à sa sortie. C'est clair que c'est pas un film pour tout le monde, mais bon, quand même. C'est pas si nul. C'est même plutôt très cool. Avec Chappie, on sent que Blomkamp a voulu retourner à un style plus proche de ses débuts, et dès les premiers instants on a cette impression. En effet, le prologue de Chappie est composé de quelques témoignages façon documentaire enregistrés après les événements du film, un rappel évident à District 9. Cependant attention, si on pourrait croire à du réchauffé, ce n'est en réalité qu'un rapide clin d'œil, car Blomkamp abandonne vite cette approche, le reste du film ne prenant pas du tout la forme d'un faux documentaire. Et là où c'est intéressant, c'est que si on retrouve naturellement la patte de Blomkamp sur bien des aspects, stylistiquement, Chappie s'avère pourtant bien différent de ses deux précédents films. Blomkamp a quasiment laissé tomber les plans filmés caméra à l'épaule. En effet, cette fois-ci sa caméra est bien plus sage, et franchement on va pas s'en plaindre. Blomkamp se serait-il rendu compte qu'il avait un petit peu abusé de l'approche caméra à l'épaule qui donne la gerbe sur Elysium? C'est bien possible. Au final, c'est plutôt une bonne chose, car si on y perd un peu en nervosité, au moins l'action est toujours parfaitement lisible. Le hic par contre, c'est qu'il a un petit peu tendance à tomber dans l'excès du côté inverse, en multipliant les ralentis. Le gars fait jamais dans la demi-mesure quoi. Mais bon, à choisir je préfère quand même le ralenti, au moins on comprend ce qui se passe, et la scène donne pas mal au crâne. Bref, on sent qu'il y a clairement une volonté de se renouveler de la part de Blomkamp, tout en restant sur un terrain connu. On retrouve donc Johannesburg, et le réalisateur met une nouvelle fois un point d'honneur à traiter son film de façon hyper réaliste. Il y a donc une certaine retenue en termes de direction artistique pour rester dans un univers de SF très terre à terre et pas suresthétisé. Par conséquent, la ville en elle-même n'a pas l'air futuriste, seuls les robots le sont, une approche qui rappelle d'ailleurs également beaucoup District 9. Dans District 9, on pouvait apercevoir le logo de Tetraval, la compagnie qui fabrique les Scouts. Univers partagé ou simple clin d'œil? À vous de juger. La direction artistique est donc réussie, jouant sur deux tableaux avec d'un côté un univers extrêmement crédible et austère, et de l'autre l'esthétique pop colorée et ostentatoire liée à The Antwoord. Leur style assez unique en son genre vient donc ajouter une touche de bizarrerie surréaliste au film qui, curieusement, s'y intègre plutôt bien. Ninja et Yolendi s'avèrent même étonnamment crédibles dans leur rôle métafictionnel, même si j'avoue que je les trouve particulièrement insupportables pendant l'acte 1. Et si leur personnage s'avère assez antipathique au début du film, au fur et à mesure de l'histoire, ils gagnent en humanité et on finit par s'attacher à eux. Et cette évolution est le résultat direct de la relation qu'ils entretiennent avec le robot Chappie, qui s'avère être une très belle réussite. Incroyablement attachant, on oublie bien vite qu'on a affaire à un robot tant ce dernier paraît bien vivant. Et cette réussite, on la doit à plusieurs facteurs. Pour commencer, la performance de Sharlto Copley, qui joue à fond sur la naïveté infantile de son personnage et sur son innocence. Et si ça pouvait vite tomber dans la caricature ou bien tout simplement le ridicule, le personnage s'avère en réalité extrêmement touchant. Maladroit et souvent drôle malgré lui, mais sincère et capable d'empathie, Chappie est un robot qui fait preuve de plus d'humanité que la plupart des personnages du film, dont il constitue le cœur émotionnel. Et ses échanges avec Ninja sont souvent source de séquences particulièrement drôles, basées sur un décalage entre l'enfant et le criminel qui fonctionne très bien. Le film tout entier est d'ailleurs basé sur ce décalage entre douceur enfantine et violence crue. Et l'autre facteur qui participe à la réussite du personnage, c'est bien évidemment le travail accompli par le studio Image Engine, qui est parvenu à donner de la personnalité à un robot inexpressif et à conserver toutes les mimiques de Copley. Si les animateurs ont fait face à un challenge assez énorme, ils s'en sont tirés haut la main, utilisant tout ce qu'ils pouvaient pour rendre Chappie le plus expressif possible, que ce soit en utilisant les mouvements des antennes, l'orientation de la tête ou tout simplement ses yeux. En résulte un personnage plus vrai que nature et dont le rendu final en image de synthèse est tout simplement bluffant de réalisme. Bravo Image Engine, donc votre maîtrise technique n'est plus approuvée mes gaillards. En ce qui concerne le reste du casting, aucun faux pas n'est à signaler. Dev Patel est excellent comme à son habitude, et Hugh Jackman prend son pied à jouer les bad guys. Petit regret cependant concernant Sigourney Weaver, dont le personnage est malheureusement très en retrait. Mais bon, c'est pas son histoire qu'on raconte. Niveau scénario justement, ce dernier a beau avoir été écrit très rapidement, il n'est pas pour autant bâclé et s'avère bien plus solide que celui d'Elysium. Les personnages ont tous des motivations claires, les péripéties s'enchaînent naturellement et avec rythme, et même si on n'échappe pas à quelques grosses facilités scénaristiques, comme Chappie qui craque le code de la conscience en 2 temps 3 mouvements avec des PS4, l'histoire est réellement prenante et racontée avec talent, abordant des thématiques assez profondes mine de rien. Au cœur du film, des thèmes tels que la conscience et l'éducation. Conscience dont se trouve doté Chappie, qui lui permet de dépasser ce statut de coquille désincarné pour devenir un personnage à part entière, et l'éducation, qui va venir façonner cette conscience. Et très vite, Chappie va se trouver tiraillé entre deux extrêmes, deux figures paternelles bien distinctes, Deon et Ninja. L'intellectuel intégré à la société d'un côté, le criminel de l'autre. Et le robot finira par devenir la somme de ces deux influences. Un robot gangsta, mais qui a du cœur.
Un dernier mot concernant la musique, Hans Zimmer a une nouvelle fois fait mouche en associant une texture musicale bien distincte à chaque personnage, tout en créant un tout bien homogène et cohérent. La BO est donc réussie et en dit long sur les personnages et leurs dilemmes. Sacré Hans, il déçoit jamais. Tout comme son robot, Chappie a du cœur. Blomkamp a retrouvé le côté satirique qui manquait tant à Elysium et signe un film bien plus prenant et original, une fable parfois drôle et souvent brutale, qui se veut digne de l'auteur qui nous avait offert District 9 6 ans plus tôt. Mais même si j'ai constaté à travers vos commentaires que j'étais pas le seul à le penser, reste que le grand public a boudé Chappie. Contrairement à Elysium cependant, Blomkamp reste très fier du film qu'il a conçu en suivant ses envies et sa vision personnelle. Chappie est en effet rempli de ses obsessions. La technologie qui permet à l'homme d'agir tel un dieu pouvant donner la vie ou apporter la mort d'une simple pression sur un bouton, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'inhumanité dont est capable l'être humain, bref. Blomkamp a réalisé un film qui lui ressemble. Le fait qu'il n'ait pas convaincu le grand public n'est pour lui qu'un détail. Et entre rester fidèle à lui-même et vendre son âme en cherchant à plaire au plus grand nombre, Blomkamp a fait son choix. Mais depuis, il a malheureusement enchaîné les déconvenus. S'il avait pour projet rien de moins que l'écriture et la réalisation du 5e volet d'Alien avec le grand retour de Sigourney Weaver dans son rôle mythique, il est plus que probable que l'échec critique de Chappie ait eu raison de ce projet alléchant qui finit par être annulé par la Fox. Serait-ce Ridley Scott lui-même qui aurait mis son veto après avoir été peu emballé par Chappie? Blomkamp a déclaré que la chose était tout à fait possible. Et si le réalisateur avait quelques autres projets dans ses cartons, notamment un film catastrophe avec Chris Evans et une suite au Robocop original de Paul Verhoeven, aucun de ces deux projets ne virent le jour. En tout cas pas avec lui à la barre. Le fameux film catastrophe avec Chris Evans étant devenu le très médiocre Greenland avec Gerard Butler sorti en 2020. Blomkamp est donc resté loin des plateaux de cinéma pendant quelques années, mais ça ne l'a cependant pas empêché d'être productif. En témoigne le projet HOTS, anthologie de courts-métrages expérimentaux visibles sur YouTube où il a pu laisser libre cours à son imagination, donnant corps à ses idées les plus folles. Mais rien à se mettre sous la dent niveau long-métrage donc, et ce jusqu'en 2021, année de sortie de Démonique, film de science-fiction horreur qu'il a tourné pendant la pandémie. Qui s'est fait défoncer par la critique lui aussi. Pas de bol. Et qui n'aura même pas eu les honneurs d'une sortie au cinéma en France. Autant dire qu'on est bien loin d'un retour en fanfare pour le réalisateur. C'est assez dommage quand même, parce que le gars est clairement pas dénué de talent, mais on sent qu'il est parti pour poursuivre sa carrière dans l'ombre de son premier film, District 9, le succès qu'il n'aura jamais su réitérer. À l'heure où je vous parle, il est d'ailleurs en pleine écriture de District 10 avec Terry Tatchell et Sharlto Copley, la suite longuement attendue qui, en cas de succès, pourrait bien le remettre en selle. C'est d'ailleurs tout le mal qu'on lui souhaite. Dans le cas inverse par contre, il se pourrait bien que District 10 soit l'échec de trop qui vienne sceller sa carrière pour de bon. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que cette suite soit à la hauteur des attentes. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, venir me soutenir sur Tipeee ou Utip si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour la suite, salut!